Alors, ce sont des populistes nationalistes, démagogues, sous une forme ou une autre, qui sont au pouvoir en Turquie, en Russie, en Égypte, en Inde, aux Philippines, en Hongrie et bien entendu aux États-Unis, alors que les premières négociations du Brexit se sont amorcées ce lundi. À Bruxelles, en Belgique, nous avons confié la lecture de l'âge de la régression, un ouvrage collectif à Jean-Philippe Warren. Bonjour Jean-Philippe Warren. Bonjour. Sociologue et professeur au département d'anthropologie et de sociologie de l'Université Concordia. Avec vous, Jocelyn McClure, philosophe, professeur au département de philosophie de l'Université Laval. Alors, c'est un ouvrage collectif que vous avez lu. Il y a une quinzaine d'auteurs, des Américains, Italiens, Allemands. Et Pankaj Mishra, cet Indien dont nous avons parlé la semaine dernière avec Christian Nadeau, qui a publié un livre qui fait sensation dans le monde anglo-saxon, The Age of Anger, l'ère de la colère, en fait. Et là, on est dans l'ère de la régression. Oui. On s'intéresse à ce populisme, on essaie de le définir. Évidemment, ce sont des intellectuels de gauche, Jocelyn McClure, qui ont collaboré à cet ouvrage. Exactement. C'est certaines des figures les plus influentes au sein de la gauche plus universitaire. Là, une gauche qu'on dit parfois radicale, souvent néo-marxiste, parfois inspirée de la théorie critique là, associée à l'école de Francfort. Donc, il faut pas lire ce livre-là en pensant qu'on va avoir un portrait, disons, équilibré des différentes positions sur quel est le caractère de notre ère aujourd'hui. Mais c'est un intérêt certain parce que, qu'est-ce que ces penseurs bien campés à gauche pensent aujourd'hui? Comment pensent-ils l'époque? C'est un portrait intéressant à cet égard. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette montée du populisme à laquelle on assiste déjà depuis plusieurs années? Jean-Philippe Warren, certainement beaucoup en Europe. Il y a beaucoup d'Européens, d'ailleurs, dans cet ouvrage. Oui, il y a un premier reproche qu'on pourrait faire à l'ouvrage. Première petite critique, c'est justement de s'inspirer davantage de ce que pensent les grands intellectuels d'Europe et des États-Unis, d'oublier certains intellectuels d'ailleurs dans le monde, notamment d'Amérique du Sud, où il se passe énormément de choses. Mais disons que ces gens-là ont une crainte vive de la montée du populisme qui est défini de manière un peu trop stricte à mon goût, c'est-à-dire comme des gens qui sont forcément autocrates, xénophobes, patriarcal, et ce mouvement donc populiste qui fait une montée fulgurante dans les démocraties occidentales menacerait les fondements même de notre vivre ensemble. Et donc c'est une prise de position généralisée à travers tous les textes que rassemble le recueil et qui nous permet donc de nous positionner par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui qui est vu comme un âge donc de la régression, comme si l'histoire pouvait être une espèce de rue à sens unique là où soit on progresserait ou soit on reculerait. Si on recule, évidemment, on recule à ses périls parce que on recule pas dans une rue à sens unique sans qu'il peut y avoir de graves dangers. Donc, ces gens-là sont convaincus que l'histoire qui était progressiste, qui était en marche, qui allait vers davantage d'égalité, d'ouverture et de tolérance est arrivée à un cul-de-sac. Et puis, vous doutez, en fait, de cette vision commune, un peu dirigée dans le même sens. Revenons à leur définition du populisme que vous mettez en doute, Jean-Philippe Warren. Quelle est votre définition du populisme ou quelle serait la définition du populisme plus juste à votre avis? Parce que moi, je le vois s'exprimer pas que seulement chez les autoritaires. On l'a vu chez Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Exactement. Je me rappelle d'une sortie de Barack Obama qui disait le véritable populiste aujourd'hui aux États-Unis, c'est Bernie Sanders, c'est pas Donald Trump. Donc, il y a des gens qui sont convaincus qu'on doit élargir le spectre des populistes pour inclure des gens qui protestent contre le statu quo, contre la business as usual en politique occidentale, afin de faire mettre en relief, de faire valoir des principes davantage d'égalité et de partage. Ça, c'est autant à gauche qu'à droite. Oui, c'est des raccourcis intellectuels. Exactement. Ces promesses-là se retrouvent des deux côtés du spectre politique. Et puis, simplement ravaler le populisme à une seule forme d'expression de ressentiment collectif, c'est réducteur à mes yeux. Oui, je sais. Ouais, mais en même temps, je pense qu'il y a un mérite aussi à avoir une définition plus, disons, connotée négativement du populisme. Le populisme épuise pas complètement la démocratie. Un populiste, c'est pas simplement un démocrate qui pense que le peuple, au final, devrait être souverain, puis c'est lui, tout le monde devrait avoir voix au chapitre, et ainsi de suite. Le populisme, les populistes, ce sont ceux qui pensent vraiment incarner vraiment la volonté du peuple, qui sont en symbiose avec le peuple, qui savent mieux que tous les autres vraiment représenter les intérêts du peuple, des laissés pour compte. Puis cette prétention d'être capable de parler au nom d'eux, ça, puis on peut être un peu populiste de gauche ou un populiste de droite, tout à fait. Mais dans ce sens-là, ça vient souvent avec une espèce d'homogénéisation du peuple en question, alors qu'on sait que les peuples, je veux dire, sont tous divisés. Mais on voit que les politiciens s'inspirent de plus en plus de ce discours, peu importe qu'ils campent à gauche ou à droite.
droite. Et on peut se demander pourquoi, Jean-Philippe Warren, parce que ça fonctionne. Hein? Une des réponses qui est apportée dans le livre et qui est assez intéressante, c'est qu'autrefois, les citoyens se mobilisaient soit pour voter pour un parti ou soit pour pour mettre leur vote dans une espèce de parking en attendant de trouver mieux. Donc, on votait pour des tierces partis, par dépit, sans savoir exactement le programme de ces tiers partis, parce qu'on s'imaginait qu'on allait trouver, pas cette élection-ci, mais dans des élections prochaines, un parti qui reflèterait ses propres aspirations, ses propres principes. Là, ce qu'on voit, et c'est donc un des arguments du livre, c'est qu'on fait défection littéralement de la démocratie et que le vote vise à non pas éradiquer un parti politique en particulier, mais à détruire les bases mêmes du régime démocratique. Il n'y a pas des statistiques qui sont faites dans ce livre-ci, mais on les trouve ailleurs. Il y a 25% des moins de 30 ans aux États-Unis qui ne croient plus à la démocratie et qui se trouveraient assez confortables de vivre dans un régime autoritaire. C'est le quart des jeunes qui se disent, oui, d'une manière ou d'une autre, c'est pas très grave de vivre en démocratie ou de vivre dans un autre régime. Et cette colère-là, donc contre non pas un gouvernement en particulier, mais le régime démocratique libéral lui-même fonde une grande partie des symptômes et des malaises que l'on constate aujourd'hui. Oui, c'est vrai. En France aussi, on l'a vu, le taux de participation aux élections législatives est alarmant. Là. Et le parti de Macron, c'est assez étonnant parce que le parti de Macron, donc la République en marche, se présente comme un nouveau parti, à la limite comme un non-parti, parce que il vise à fondre et la droite et la gauche dans une espèce d'immense réconciliation populaire. Donc, que l'on vote pas du tout, donc 50% de la France ne se mobilise pas pour voter, ou qu'on vote pour des partis radicaux de gauche, radicaux de droite, ou même comme pour Macron, pour la République en marche, eh bien, on se trouve un peu dans la même impasse collective. Oui, Jocelyn McClure. Oui, donc c'est vrai que le point de départ de ce livre des auteurs, c'est que on est dans une phase de l'histoire humaine qui est inquiétante avec tous ces autoritarismes. Est-ce que vous partagez cette vision-là? Oui, il y a effectivement un plus grand nombre de régimes autoritaires aujourd'hui, me semble-t-il, que c'était le cas il y a une dizaine d'années. Puis on peut effectivement trouver ça troublant que l'histoire évolue de cette façon-là. Il y a des accointances, là, on le voit bien. Là, le président de la Turquie qui est proche de Trump, qui s'auto-félicite, par exemple. Parfois, c'est avec Poutine qu'on fait des alliances stratégiques, ainsi de suite. Donc tout ça est inquiétant. Mais je pense qu'il faut comprendre dans cet ouvrage, c'est pas tant le populisme et l'autoritarisme qui est visé en premier, mais les causes qui sont du moins alléguées de cette montée de ces autoritarismes. Puis là, la grande cible, et c'est là où le livre est le plus décevant aussi, c'est le néolibéralisme. Encore, bon. Oui, il a le dos large, le néolibéralisme. Exactement. Donc c'est ce que tous les auteurs partagent, donc cette critique, disons, générale, globale du néolibéralisme, puis effectivement, on peut comprendre qu'un discours disant que il faut laisser le marché s'autoréguler, que l'État doit être minimal. Effectivement, je pense qu'on a plusieurs exemples historiques montrant que c'est une recette pour la catastrophe. Quand ça crée des crises économiques, ça laisse des citoyens parfaitement vulnérables devant ces crises. Indifférents les uns des autres aussi. Exactement. Donc ça, c'est la grande cible. Et souvent, comme c'est souvent le cas à gauche, plutôt que de s'en prendre, par exemple, à des idéologues libertariens ou de vraiment néolibéraux au sens propre, la cible, je ne sais pas si Jean-Philippe t'a remarqué ça, mais la cible préférée, c'est plutôt ce qui est appelé parfois avec mépris la gauche modérée ou les progressistes libéraux, donc qui auraient, au fond, sous le couvert d'un certain progressisme, réactualisé tout simplement le programme des Thatcher et Reagan, cet agenda néolibéral de dérégulation, de affaiblir les États. C'est une pensée qui est très campée, encore une fois. Absolument. On plaide pour l'émergence d'une gauche radicale, ce sont les termes que l'on utilise, et on se dit que dans le désordre ambiant, c'est comme ça que l'ouvrage se conclut, dans le désordre ambiant, il y a une occasion à saisir, il y a quelque chose d'intéressant dans la situation présente, parce que justement, les conditions sont là pour remodeler, reconfigurer la politique conventionnelle et traditionnelle. Malheureusement, les pistes déclarées sont minces. Au-delà de la critique générale du néolibéralisme, on trouve peu d'avenues prometteuses. Il y a un vœu pieux qui est énoncé, mais on va pas vers vraiment des principes concrets pour faire avancer les choses. C'est quoi le vœu pieux? Le vœu pieux, c'est de dire, il faudrait davantage d'égalité, il faudrait davantage de justice sociale. Personne n'est contre la vertu, mais ceux qui ne s'aperçoivent pas, ces auteurs, c'est que on est en ce moment dans un âge aussi de l'ouverture. C'est une triple ouverture, une ouverture à l'altérité, au multiculturalisme d'un côté, une ouverture aussi à l'immigration, il faut s'ouvrir à l'étranger. C'est une ouverture finalement des marchés
pour un flux des personnes, des capitaux et des marchandises. Et on se dit, ben, la troisième ouverture, on n'en veut pas. On veut pas de cette ouverture débridée du tout au marché, de la financiarisation à outrance, sans même parler, par exemple, d'Uber ou de Facebook, c'est quand même étrange. Mais on est favorable, par exemple, aux deux autres ouvertures. Alors, il y a un problème, là. Il faudrait que ces acteurs s'interrogent. Est-ce que les soubassements même de notre pensée n'auraient pas des accointances avec le néolibéralisme que l'on dénonce par ailleurs? Oui. Certains, effectivement. Si on va au bout de la logique, certainement. Certains font un lien entre ces différentes crises. Hein. Donc, il y a un affaiblissement des souverainetés nationales. Hein. C'est de plus en plus difficile pour les États de vraiment intervenir sur ce qui se passe au sein de leur En tout cas, il y a des tentatives d'obtenir plus de souveraineté. C'est ce qui se passe en Angleterre. Mais ce serait une réaction. Hein, comme l'économie est mondiale. Ils sont contre le Brexit. Les deux symptômes, selon eux, les plus alarmants de la crise planétaire d'aujourd'hui, c'est Trump et le Brexit. Ça me semble un peu court. C'est réducteur. Oui, absolument. Puis il y a des gens de la gauche en Europe qui, au contraire, sont pour la sortie de l'Union européenne. Brandon Kelly? Non, mais c'est juste parce qu'on parle de l'Angleterre, de la France, de Trump puis Sanders, des populistes. Puis si je regarde le Canada, est-ce qu'on a ça moins ici? Ça a l'air un peu Ce qui est extraordinaire, là, c'est qu'il y a des grands silences. Il y a quelques silences assez assourdissants dans cet ouvrage. Bon, le Canada n'est pas du tout mentionné, hein, parce que nous, on a eu nos conservateurs. Comme toujours. On a eu nos conservateurs anti-science avant tous les autres et on les a chassés du pouvoir. Donc, le phénomène Trudeau, par exemple, les libéraux, donc ça, c'est pas abordé du tout parce que ça correspond pas à l'espèce de récit historique qui est raconté. Pourtant, le Parti conservateur est toujours actif. Il vient de se choisir un nouveau chef. Il n'est pas non plus complètement imperméable à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, au point de vue de la rhétorique, notamment. notamment. Il a toujours été très influencé, mais le Canada est vu comme un des contre-exemples présentement, hein, avec la France depuis peu. Est-ce que ça l'est vraiment? C'est ça la question, au-delà de l'image. On a au moins un discours public disant, bon, par exemple, la diversité culturelle est une bonne chose, les droits des minorités, dont les LGBT, c'est une bonne chose. On dit se préoccuper d'environnement, même si souvent les politiques suivent pas, mais au moins, c'est pas un gouvernement rempli de climato-sceptiques. Puis, moi, un des silences qui m'a le plus troublé dans ce livre, c'est qu'il y a quand même des exemples présentement montrant que c'est possible de dire, bon, oui, on a besoin d'une économie compétitive à l'échelle mondiale, mais ça, c'est compatible avec un État-providence fort qui va assurer un filet de sécurité sociale robuste, tissé serré, qui va réduire les inégalités. Hein. Ces exemples, ce sont les pays scandinaves aujourd'hui, le Danemark, la Suède, c'est toujours la Finlande. Les pays scandinaves. C'est ça, mais au moins, ça nous montre que ça existe. Mais c'est des pays riches aussi. Ce sont des pays riches. Est-ce qu'il y a des économistes parmi les auteurs? Je vois qu'il y a des femmes, Donatella Della Porta, il y a l'américaine Nancy Fraser, qu'on connaît pour son discours sur le féminisme, notamment. Il n'y a aucun économiste, il y a plutôt des sociologues, ce que je me réjouis, personnellement. Je taquinerais, je se laisse ça en disant qu'il y a un seul philosophe dans l'ouvrage. Et c'est Slavoj Zizek, donc on n'est pas avancé. Mais disons donc il n'y a pas d'économiste, mais c'est sûr qu'au lieu d'appeler l'âge de la régression, qui est un titre fort, un peu racoleur, et qui joue le jeu du marketing, il reste qu'on est dans l'âge des défis majeurs de nos démocraties. On le sait, on le reconnaît, mais l'âge de la régression, ça me fait un peu penser que nos sociétés vivent des cycles perpétuels de schizophrénie. Il y a 10 ans, on était dans l'euphorie totale, hein, c'était le nouvel ordre mondial, la fin de l'histoire, etc. Aujourd'hui, on publie des livres sur l'âge de la régression. Il me semblerait qu'un juste milieu serait bienvenu. Oui, c'est alarmiste d'un côté comme de l'autre. Est-ce qu'il y a quand même des penseurs que vous avez trouvé intéressants, Jocelyn McClure, parmi la quinzaine que l'on trouve? Oui, en fait, il faut avoir aussi, faire preuve d'une certaine générosité interprétative par rapport à ces auteurs. C'est-à-dire, il y a des idées qui sont vraies là-dedans, puis ce constat voulant que, disons, l'idée néolibérale voulant que le marché économique peut s'autoréguler, que c'est tout simplement faux. Donc, je pense qu'ils ont raison. Donc, il y a des auteurs intéressants. Une chose qu'ils n'ont pas vue, c'est le livre a été écrit rapidement et assez récemment, mais ils connaissaient évidemment pas les résultats des élections françaises présidentielles et ce récit semblait dire le sens de l'histoire présentement veut que ça devrait
peut-être que Marine Le Pen allait passer, ou sinon François Fillon qui aurait été aussi pire. Il y a Slavoj Zizek qui dit « La petite histoire de Donald et Hillary ne tardera pas à se reproduire. Le nouvel épisode de la série pourrait bien être mettre en scène un sympathique duo nommé Marine et François. » Donc, le phénomène Macron correspond pas à ce cas. Ils l'ont pas vu venir. C'est drôle parce qu'on n'a pas vu venir Donald Trump aux États-Unis pour d'autres raisons, comme on n'a pas vu venir Emmanuel Macron en France. Et ça reste encore à déterminer aussi la place qu'il va prendre dans l'échiquier politique Emmanuel Macron. Parce que maintenant, il joue bien ses cartes. On verra pour la suite. Oui, c'est dit aussi très au centre, mais c'est quelqu'un qui vient de l'argent quand même. Ces auteurs le pensent probablement comme le dernier spasme du système mené par les élites néolibérales. C'est le Bill Clinton de la France. Ou le Tony Blair, Beyond Left and Right. Puis c'est une vraie possibilité que ce soit ça Macron, mais il y a une vraie possibilité aussi qu'ils se disent, comme les pays scandinaves ont fait, il faut dynamiser nos économies, mais ça doit être doublé de protection sociale plus généreuse, de combat contre les inégalités. On le souhaite. Macron, ça pourrait être ça aussi. Puis, je veux dire, l'histoire est ouverte présentement. J'aurais un mot simplement pour Zygmunt Bauman, qui est un des plus grands intellectuels du 20e siècle, qui est décédé en janvier 2017, donc il y a à peine quelques mois, et qui a écrit un de ses derniers textes dans l'ouvrage, qui est vraiment un penseur extraordinaire. Voilà. Alors, on va placer les références de cet ouvrage, L'âge de la régression, ouvrage collectif, sur notre site web. Jean-Philippe Warren et Jocelyn McClure, merci beaucoup. Sur Ici Radio-Canada, première. Plus on est de fous, plus on lit. Avec Marie-Louise Arsenault.